La demande mondiale de lithium grimpe de 50% et une tension longtemps invisible devient soudain un fait politique. Au Burkina Faso, des réserves stratégiques existent, mais l'essentiel de la valeur ajoutée se construit ailleurs. Et ce décalage fissure l'équilibre institutionnel au moment même où les puissances extérieures se repositionnent. Dans ce contexte, que signifie vraiment cette rupture pour la trajectoire d'Ibrahim Traoré et pour ceux qui voient dans ce tournant une reprise en main de ressources devenues critiques? Derrière les chiffres, une bascule silencieuse s'installe. Ce qui se joue ici dépasse un débat technique sur une ressource minière. En suivant cette séquence, le spectateur comprend comment un décalage structurel accepté pendant des années il commence à reconfigurer un pays entier et à modifier la lecture de ses décisions publiques. L'enjeu est clair, relier des chiffres apparemment abstraits à des choix administratifs concrets, puis à leurs effets politiques, économiques et sociaux. Il ne s'agit pas d'annoncer une rupture spectaculaire, mais de montrer comment une série d'ajustements discrets peut produire une onde de choc durable. Cette analyse promet trois éclairages précis. D'abord, pourquoi la hausse rapide de la demande mondiale de lithium agit comme un révélateur plutôt que comme une cause unique. Ensuite, comment une décision institutionnelle présentée comme technique s'inscrit dans une logique de souveraineté et de contrôle narratif. Enfin, ce que cette dynamique change pour les marges de manœuvre internes à court et moyen terme dans un environnement régional déjà sous pression. Le bénéfice pour le spectateur tient en peu de mots. Comprendre les mécanismes avant les slogans. La révélation initiale tient en un croisement chiffré simple. Au moment précis où la demande mondiale de lithium augmente de 50%, une décision administrative locale déclenche une recomposition institutionnelle inattendue. Ce décalage entre pression globale et réforme interne éclaire pourquoi un geste présenté comme technique acquiert soudain une portée politique disproportionnée, notamment autour de la figure d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette séquence, il faut revenir au contexte longtemps accepté. Les pays africains disposent de réserves critiques devenues indispensables aux chaînes industrielles mondiales, mais restent intégrés dans des circuits où la valeur ajoutée leur échappe largement. Cette asymétrie n'est pas nouvelle. Elle s'est installée progressivement, normalisée par des cadres institutionnels financés et pensés de l'extérieur. Pendant des années, cette situation a produit peu de réactions visibles, tant que la pression internationale demeurait diffuse. L'accélération technologique change la donne. La transition énergétique mondiale resserre brutalement la tension autour de quelques zones minières, transformant des gisements jusque-là périphériques en actifs stratégiques. Dans ce contexte tendu, chaque ajustement administratif cesse d'être neutre. Il devient un signal interprété, commenté et amplifié bien au-delà de ses intentions initiales. C'est ici que la décision institutionnelle burkinabé prend tout son sens. En dissolvant un organe électoral financé de l'extérieur, l'État ne modifie pas seulement un mécanisme de gouvernance, il remet en cause un équilibre tacite entre soutien international et contrôle interne. À l'intérieur du pays, ce geste est perçu comme un recentrage nécessaire. À l'extérieur, il est immédiatement relu à travers des grilles géopolitiques préexistantes. Le contraste entre ces deux lectures crée une zone de friction. Les récits internationaux insistent sur le risque et l'instabilité, tandis que les acteurs locaux y voient une tentative de réduire une dépendance institutionnelle ancienne. Dans cet espace ambigu, Ibrahim Traoré apparaît non comme un symbole isolé, mais comme le point d'ancrage d'une trajectoire où souveraineté, ressources critiques et légitimité institutionnelle commencent à se recomposer ensemble. Les premiers effets de la réforme ne se manifestent pas dans les discours diplomatiques, mais dans des trajectoires humaines discrètes. À Ouagadougou,
De jeunes administrateurs longtemps cantonnés à des tâches secondaires voient soudain leurs responsabilités s'élargir lorsque la gestion des processus civiques est recentrée vers des structures locales. Ce déplacement, rapide et parfois improvisé, transforme leur rôle quotidien. Ils deviennent des relais institutionnels plutôt que de simples exécutants techniques. Dans les zones frontalières du Nord, où les enjeux sécuritaires croisent les intérêts miniers, des équipes civiles engagées dans la surveillance territoriale perçoivent également un changement subtil. La clarification du discours national leur offre un cadre plus lisible pour interpréter les signaux venant des régions sensibles. Sans modifier immédiatement les conditions matérielles, cette évolution renforce la cohérence entre parole publique et pratique de terrain. Ces micro-transformations révèlent une dynamique souvent invisible. La réforme institutionnelle ne surgit pas dans un vide, mais s'inscrit dans une continuité marquée par des décennies de dépendances économiques et d'interventions extérieures. En redistribuant les responsabilités, elle redéfinit progressivement la légitimité interne, non par des proclamations, mais par des gestes administratifs répétés. Dans ce processus, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un acteur omniprésent, mais comme un repère symbolique autour duquel ces ajustements prennent sens. La souveraineté cesse alors d'être un principe abstrait et commence à se matérialiser dans des pratiques quotidiennes. En clair, une décision technique peut reconfigurer l'ancrage local du pouvoir. Avant l'annonce, la situation semblait figée. Les cadres institutionnels financés de l'extérieur fonctionnaient selon des routines bien établies, tolérées, parce qu'elles assuraient une forme de stabilité procédurale. Les débats sur la souveraineté restaient les présents, mais cantonnés à un registre symbolique sans traduction immédiate dans l'architecture administrative. Dans ce contexte, la montée progressive de la demande mondiale de lithium était perçue comme un bruit de fond lointain, important, mais encore abstrait pour la gestion quotidienne de l'État. L'activation survient avec un geste administratif précis, la dissolution d'un organe électoral soutenu par des financements extérieurs. Le document est signé, la structure suspendue, et l'acte est présenté comme un simple réajustement de gouvernance. À l'intérieur du pays, la décision est d'abord interprétée comme un recentrage technique visant à clarifier les responsabilités. Mais le contexte n'est plus neutre. Au même moment, la pression internationale autour des ressources critiques s'intensifie et chaque décision interne devient un signal potentiel pour les acteurs extérieurs. Le pic est tout rapide. En quelques heures, les réseaux diplomatiques s'activent. Les chancelleries demandent ce week-end des clarifications. Les médias internationaux cadrent l'événement comme un indicateur de rupture, utilisant un vocabulaire marqué par le risque et l'instabilité. Le récit dominant se construit vite, presque mécaniquement, en reliant la réforme institutionnelle à une lecture géopolitique plus large du Sahel. Dans ce cadrage, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de fixation, associé à une trajectoire souveraine interprétée à travers des grilles déjà existantes. Les répliques se déploient ensuite sur plusieurs plans. À l'intérieur du Burkina Faso, les administrations locales réorganisent leurs circuits. Les responsabilités sont redistribuées, parfois de manière improvisée, mais avec un effet immédiat sur la chaîne décisionnelle. Les acteurs jusque-là cantonnés à des rôles protocolaires gagnent une marge d'initiative inédite, ce qui modifie l'équilibre interne entre institutions et territoires. La population suit ces évolutions avec une attention mêlée d'inquiétude et d'attente, percevant à la fois les risques et la possibilité d'une reprise de contrôle. À l'extérieur, les effets sont plus indirects mais tout aussi structurants. Les capitales occidentales réévaluent leur position.
Les partenaires sécuritaires examinent l'impact potentiel sur leurs dispositifs régionaux. Les chaînes industrielles, attentives aux signaux venant des zones riches en ressources, commencent à intégrer le Burkina Faso dans leur scénario de risque. Dans les régions frontalières, notamment proches du Mali, les tensions sécuritaires se lisent désormais à la lumière de cette décision initiale, comme si un acte institutionnel avait révélé une vulnérabilité plus profonde du système régional. Avec le recul immédiat, une logique apparaît. La séquence n'est pas celle d'une rupture soudaine, mais d'une accélération. Un contexte global tendu, une réforme locale ciblée, puis une amplification narrative rapide. Ce déroulé montre comment, dans un environnement saturé de pressions économiques et géopolitiques, chaque geste administratif peut déclencher une réaction en chaîne, dépassant largement son intention première. Le point de départ chiffré permet de comprendre pourquoi la séquence actuelle dépasse largement une réforme institutionnelle isolée. Pendant des années, le Burkina Faso évolue dans un système où les ressources minières existent, mais où la captation de valeur reste marginale, diluée dans des circuits économiques extérieurs. Puis, l'accélération mondiale autour du lithium transforme soudain cette situation latente en enjeu stratégique immédiat. Un premier repère chiffré apparaît ici car la demande mondiale de lithium augmente de 50%. Cette hausse rapide signifie que les chaînes industrielles internationales se resserrent autour de quelques zones critiques, rendant chaque gisement mécaniquement plus stratégique. Autrement dit, un territoire jusque-là périphérique devient un point de passage obligé pour des filières globales sous pression. Un deuxième repère complète ce tableau, puisque l'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale de lithium, malgré des réserves largement supérieures. Ce contraste met en évidence un déséquilibre structurel. Le continent fournit la matière première, mais reste largement exclu des étapes de transformation industrielle. La valeur ajoutée se construit ailleurs et laissant les États extracteurs dépendants de décisions prises hors de leur contrôle. Un troisième repère confirme l'ampleur du phénomène, car près de 200 milliards de dollars d'exportations annuelles de ressources africaines quittent le continent sous forme brute. Ce volume illustre une hémorragie économique durable, où la richesse potentielle ne se traduit pas en capacité institutionnelle ou industrielle locale. Ce chiffre n'indique pas seulement une perte financière, mais un modèle de dépendance inscrit dans le temps long. Placés côte à côte, ces trois éléments dessinent une logique claire. La pression mondiale augmente rapidement. La capacité locale de transformation reste faible. La valeur continue de s'échapper. Dans ce cadre, toute réforme institutionnelle cesse d'être neutre. Elle devient une tentative, même partielle, de réduire un écart structurel devenu trop visible. C'est ici que la décision administrative burkinabé change de statut analytique. Dissoudre un organe électoral financé de l'extérieur ne modifie pas directement les flux de lithium, mais touche à la gouvernance qui encadre l'ensemble du système économique et politique. Ce geste agit comme un signal. Il indique que les règles du jeu institutionnel peuvent être redéfinies de l'intérieur, au moment même où la pression extérieure a atteint un seuil critique. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture chiffrée replace le débat dans un cadre moins idéologique. Le discours officiel, souvent interprété comme une posture politique, apparaît plutôt comme une réponse à des contraintes mesurables. Hausse de la demande, faiblesse de la captation de valeur, exposition accrue aux intérêts globaux. La réforme n'est alors ni isolée ni improvisée. Elle s'inscrit dans une tentative de rééquilibrage face à des données qui, elles, ne relèvent d'ailleurs pas du discours. La boucle de curiosité ouverte plus tôt se referme ici. Les chiffres montrent que la transition en cours n'est pas une réaction émotionnelle ou symbolique,
mais une adaptation à un changement brutal d'échelle économique. Lorsque la pression globale augmente plus vite que la capacité institutionnelle, le moindre ajustement devient stratégique. C'est ce décalage, désormais quantifiable, qui explique pourquoi une décision administrative peut produire des effets politiques et géopolitiques bien au-delà de son périmètre initial. Deux lectures opposées dominent l'interprétation des transformations en cours au Burkina Faso. La première, largement relayée dans certaines capitales étrangères, affirme que l'intervention internationale et les dispositifs institutionnels externalisés constituent un rempart indispensable contre l'instabilité chronique du Sahel. Selon cette perspective, l'expertise technique, les financements extérieurs et la coordination sécuritaire multilatérale seraient les seuls moyens réalistes de contenir les groupes armés et d'assurer un minimum de continuité étatique. Dans ce cadre, toute remise en cause de ces mécanismes est perçue comme un facteur de risque supplémentaire susceptible d'aggraver une situation déjà fragile. La lecture opposée, plus présente sur le continent africain, conteste ce postulat. Elle souligne que malgré des décennies de présence militaire et institutionnelle étrangère, les conflits persistent, parfois même s'intensifient. Selon cette analyse, les dispositifs externalisés reproduisent de bulons des schémas hérités, maintenant les États dans une position de dépendance structurelle. Les zones riches en ressources critiques attirent une attention extérieure qui répond davantage à des intérêts industriels globaux qu'aux besoins locaux, alimentant un sentiment durable de dépossession. Ces deux visions ne sont pas entièrement incompatibles. Chacune pointe une réalité partielle. La nécessité de stabilité d'un côté, la fatigue face à une dépendance prolongée de l'autre. La question devient alors celle du critère d'arbitrage. C'est ici que les données économiques apportent un éclairage décisif. Les chiffres montrent que l'Afrique détient plus de 60% des réserves mondiales de minéraux critiques tout en ne représentant qu'environ 5% de la production transformée. Ils indiquent également que l'intensification des dispositifs sécuritaires extérieurs n'a pas coïncidé avec une réduction significative des violences dans plusieurs zones du Sahel. Ces éléments suggèrent que la stabilité recherchée ne peut être durable sans un rééquilibrage du contrôle économique et institutionnel. Dans cette perspective, la position associée à Ibrahim Traoré apparaît moins comme un rejet des partenariats que comme une tentative de redéfinir leurs conditions. Le débat ne porte plus uniquement sur la présence ou l'absence d'acteurs extérieurs, mais sur la capacité de l'État à fixer ses propres règles dans un environnement sous pression. Autrement dit, l'argument le plus solide devient le suivant: la sécurité sans souveraineté économique reste fragile, tandis que la souveraineté sans gestion des risques régionaux demeure incomplète. Ce point d'équilibre explique pourquoi la réforme institutionnelle devient un pivot interprétatif. Elle n'incarne ni une rupture idéologique pure, ni une simple continuité. Elle marque plutôt un moment où les deux lectures, les sont mises sont à l'épreuve des faits et où les données obligent à dépasser les récits simplificateurs. Ce qui bascule à mi-parcours n'est pas un rapport de force matérielle immédiat, mais la manière dont les événements sont interprétés et racontés. Jusqu'ici, les décisions institutionnelles du Burkina Faso étaient largement lues à travers des cadres externes, où stabilité et assistance internationale formaient un couple indissociable. La réforme récente agit comme un révélateur. Soudain, ces cadres explicatifs se fissurent et laissent apparaître une autre logique centrée sur le contrôle interne et la légitimité locale. Le changement est discret mais profond. Les commentaires internationaux se contredisent, les analyses perdent
leur cohérence habituelle et les récits dominants peinent à intégrer des données économiques devenues trop visibles pour être ignorées. La hausse rapide de la demande mondiale de lithium, combinée au faible contrôle africain sur la valeur ajoutée, oblige à reconsidérer les intentions prêtées aux décisions burkinabées. Ce qui était décrit comme un simple ajustement technique devient un acte interprété comme stratégique. À l'intérieur du pays, cette fracture narrative produit un effet inverse. Les acteurs locaux, confrontés depuis longtemps aux limites des dispositifs externalisés, qui perçoivent et reçoivent la réforme comme une tentative de réalignement plutôt que comme une rupture brutale. Le discours national gagne en cohérence car il entre en résonance avec des expériences quotidiennes de dépendance et de marginalisation institutionnelle. C'est à ce point précis que la figure d'Ibrahim Traoré change de statut. Elle cesse d'être uniquement un symbole projeté de l'extérieur et devient un point de référence interne dans une recomposition du récit souverain. La bascule est de là. Quand le récit change, les comportements suivent. Les effets concrets de la fracture décrite précédemment se déploient dans quatre sphères distinctes, chacune touchée différemment par la recomposition en cours. Pour l'État burkinabé, la recentralisation progressive des décisions crée un espace inédit de manœuvre institutionnelle. Les administrations autrefois dépendantes de cadres extérieurs retrouvent une capacité d'initiative, ce qui renforce la cohérence interne, mais accroît aussi l'exposition aux réactions internationales. Dans ce cadre, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme un repère politique associé à cette tentative de reprise de contrôle, autant scrutée à l'extérieur que discutée à l'intérieur. Pour la population, les conséquences sont plus diffuses mais perceptibles. Le recentrage institutionnel modifie la relation entre citoyens et autorités en donnant le sentiment que certaines décisions sont désormais prises plus près du terrain. Cette perception nourrit un mélange d'espoir prudent et d'inquiétude, car la promesse de souveraineté s'accompagne d'incertitudes économiques et sécuritaires. La transition se vit donc moins comme un événement spectaculaire que comme une série de micro-ajustements affectant la vie quotidienne. Au niveau régional, les États de voisins observent attentivement la trajectoire burkinabé. Les zones frontalières, notamment celles proches du Mali et riches en ressources stratégiques, deviennent des espaces où se superposent enjeux sécuritaires, économiques et narratifs. Certains gouvernements envisagent des réformes similaires, tandis que d'autres adoptent une posture prudente, redoutant des répercussions diplomatiques. Dans cet ensemble mouvant, l'expérience du Burkina Faso sert de laboratoire implicite. Enfin, pour les acteurs globaux, industriels et diplomatiques, la recomposition crée une incertitude stratégique. Les chaînes d'approvisionnement réévaluent leurs scénarios et craignant une renégociation des cadres miniers. Les institutions financières s'interrogent sur la stabilité du climat d'investissement. Lorsque la souveraineté a été revendiquée autour de ressources critiques, c'est l'ensemble du système global qui doit s'ajuster et non un seul pays. À travers ces quatre sphères, une constante apparaît. La décision initiale n'a pas simplement déplacé un rapport de force, elle a modifié les attentes. Et c'est dans cette modification des anticipations que la dynamique associée à Ibrahim Traoré trouve sa portée la plus durable. Sur l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, façonnées par l'interaction entre souveraineté institutionnelle, ressources critiques et réactions extérieures. Aucune ne relève d'une prédiction ferme. Chacune dépend d'enchaînements conditionnels ou de petits ajustements peuvent de produire des effets disproportionnés. Dans une première trajectoire, les autorités poursuivent le recentrage institutionnel tout en maintenant des canaux diplomatiques actifs.
Les partenaires étrangers adoptent une posture d'observation, préférant mesurer les effets concrets avant d'intervenir. Les zones sensibles du Sahel restent sous surveillance renforcée sans dérapage majeur. La croissance demeure modeste, mais la cohérence administrative s'améliore grâce à une clarification progressive des responsabilités. Dans ce cadre, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré s'inscrit dans une stabilisation prudente. Ni rupture frontale, ni retour au statu quo. Dans une seconde trajectoire, plus favorable, le repositionnement burkinabé agit comme un catalyseur régional. D'autres États du Sahel engagent des réformes comparables, notamment sur la gestion des ressources critiques et le contrôle institutionnel. Les partenariats internationaux s'adaptent. Les entreprises renégocient leur cadre d'engagement, intégrant davantage de valeur ajoutée locale. La coordination régionale s'améliore dans les zones frontalières, réduisant certaines tensions sécuritaires. Ce scénario transforme la dynamique actuelle en point d'appui pour un nouvel équilibre, où la souveraineté n'exclut pas la coopération, mais en redéfinit les termes. Dans une troisième trajectoire plus tendue, certaines puissances choisissent de protéger leurs intérêts stratégiques par une intensification diplomatique, économique ou sécuritaire. Les tensions autour des zones minières augmentent, créant des frictions civiles et militaires. Les investissements se contractent, fragilisant un tissu économique déjà exposé. La région devient un terrain de confrontation indirecte où les agendas extérieurs prennent le dessus sur les dynamiques locales. Dans cette hypothèse, les marges d'action nationales se réduisent rapidement. De ces trois trajectoires émerge une recommandation transversale. Penser la souveraineté comme un processus et non comme un état figé. Si les décisions institutionnelles s'accompagnent d'ajustements graduels, sécurisation ciblée, dialogue diplomatique, rééquilibrage économique, alors les pressions extérieures peuvent être amorties sans dilution des acquis internes. À l'inverse, une accélération non maîtrisée accroît la probabilité du scénario de tension. L'enjeu des prochains mois n'est donc pas le choix d'un camp, mais la capacité à séquencer les décisions. C'est dans cette temporalité maîtrisée que se joue la solidité de la trajectoire engagée. La dynamique décrite jusqu'ici ne reste pas cantonnée aux institutions ou aux cercles diplomatiques. Elle touche différemment plusieurs publics directement concernés. Pour ceux qui vivent au Burkina Faso, la transition actuelle modifie la relation entre l'État et les citoyens. Le recentrage des décisions donne le sentiment que certaines orientations sont désormais discutées et mises en œuvre plus près du terrain. Cette proximité relative nourrit une attente forte, voir les principes de souveraineté se traduire en effets tangibles sur la gestion des ressources, la sécurité locale et la cohérence administrative. Pour la diaspora, l'expérience est plus ambivalente. Exposée en priorité aux récits médiatiques internationaux, elle perçoit souvent un décalage entre ses lectures externes et les signaux venus du pays. Cette tension crée un rôle intermédiaire, expliquer, nuancer, parfois corriger des interprétations simplifiées du Sahel. La diaspora devient ainsi un espace de médiation, où se confrontent inquiétudes liées à l'isolement potentiel et compréhension des enjeux de rééquilibrage institutionnel. Pour les observateurs régionaux et internationaux, la séquence burkinabé agit comme un test analytique. Elle oblige à reconsidérer des notions souvent tenues pour acquises, telles que stabilité, partenariat ou assistance. Le Sahel apparaît moins comme une périphérie passive que comme un espace où se négocient des tensions globales liées aux ressources critiques et aux modèles de développement. Cette lecture impose un effort supplémentaire, intégrer les logiques locales au lieu de projeter uniquement des cadres d'analyse préexistants.
À l'échelle individuelle, ces transformations invitent à un déplacement du regard. Plutôt que de chercher des réponses immédiates ou des positions tranchées, il s'agit de comprendre comment des choix institutionnels apparemment techniques peuvent affecter des trajectoires de vie, des perceptions d'avenir et des équilibres sociaux. C'est dans cette capacité à relier le macro et le quotidien que le sens de la transition se précise pour le spectateur. À ce stade, la question n'est plus de savoir si une trajectoire souveraine est souhaitée, mais comment elle peut être structurée pour durer sans provoquer une escalade incontrôlée. La dynamique associée à Ibrahim Traoré se comprend alors comme un travail de coordination progressive plutôt qu'une série de gestes isolés. 5 leviers opérationnels se dégagent, chacun lié à des acteurs précis, à des temporalités distinctes et à des critères d'évaluation clairs. D'abord, il s'agit d'ancrer la gouvernance locale. Les décisions nationales doivent s'appuyer sur des relais administratifs territoriaux clairement mandatés. Concrètement, cela mobilise administration centrale et autorités locales. Dans le temps, cela se joue immédiatement et de façon continue. On peut l'évaluer en observant cohérence des procédures et réduction des chevauchements institutionnels. Ensuite, il faut sécuriser les zones sensibles. Les régions frontalières où se concentrent ressources critiques et tensions sécuritaires exigent toute une coordination interne renforcée. Concrètement, cela mobilise structures civiles et dispositifs de sécurité nationaux. Dans le temps, cela se joue à court terme. On peut l'évaluer en regardant stabilité opérationnelle et continuité administrative dans ces zones. Puis vient la nécessité de rééquilibrer les partenariats économiques. L'objectif n'est pas l'isolement, mais la renégociation de cadres favorisant davantage de valeur ajoutée locale. Concrètement, cela mobilise autorités économiques et partenaires industriels. Dans le temps, cela se joue moyen terme. On peut l'évaluer en regardant évolution des conditions contractuelles et des retombées locales. En parallèle, il devient essentiel de clarifier le récit national. Une communication cohérente réduit les malentendus extérieurs et renforce l'adhésion interne. Concrètement, cela mobilise institutions publiques et relais médiatiques. Dans le temps, cela se joue en continu. On peut l'évaluer en regardant alignement entre discours officiels et pratiques observables. Enfin, il convient de consolider les alliances régionales. La coopération avec les États voisins limite l'effet des pressions extérieures. Concrètement, cela mobilise diplomatie régionale. Dans le temps, cela se joue moyen terme. On peut l'évaluer en regardant initiatives conjointes et coordination accrue. Pris ensemble, ces leviers dessinent une logique simple, stabiliser pour durer et durer pour transformer. La boucle de curiosité ouverte plutôt se referme ici. La souveraineté n'est pas un acte unique, mais une architecture de décisions séquencées. Le fil humain, esquissé plus tôt, revient ici au premier plan. Les jeunes administrateurs, les équipes civiles en zone sensible, les agents territoriaux longtemps relégués à des rôles secondaires, incarnent désormais la dimension concrète de la transition. Dans leurs bureaux modestes, leurs missions de terrain ou leurs responsabilités nouvellement élargies, ils donnent une matérialité aux décisions que d'autres analysent à distance. Ce sont leurs gestes quotidiens: organiser un registre, sécuriser une procédure, expliquer une réforme, qui transforme une orientation politique en réalité vécue. Ce retour au quotidien éclaire différemment la trajectoire en cours. La souveraineté cesse d'être un slogan ou un affrontement abstrait pour devenir une pratique répétée, parfois fragile, mais cumulative. Chaque micro-initiative stabilise un peu plus l'édifice, non par rupture spectaculaire, mais par cohérence progressive. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un protagoniste solitaire que comme un point de convergence.
Sa position prend sens à travers l'alignement de milliers d'actions ordinaires qui, mises bout à bout, donnent une direction au pays. Ce n'est pas la force d'un discours qui structure la transition, mais la capacité à faire coïncider décisions centrales et réalités locales. Le rappel est essentiel. Les transformations durables ne s'imposent pas d'en haut, elles s'enracinent dans l'ordinaire. Et c'est précisément dans cette banalité active que la dynamique actuelle trouve sa profondeur émotionnelle. Au terme de ce parcours, une évidence se dégage. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse un enchaînement d'événements institutionnels ou une lecture géopolitique ponctuelle. La séquence observée révèle une question plus large, partagée par de nombreux pays riches en ressources critiques. Comment reprendre la main sans se couper du monde? Comment affirmer une trajectoire sans transformer chaque décision en ligne de fracture irréversible? Dans cette perspective, la dynamique associée à Ibrahim Traoré n'offre pas une réponse définitive, mais un cas d'étude en temps réel. Elle invite à dépasser les récits binaires, rupture ou soumission, et stabilité ou chaos, pour observer les zones intermédiaires où se construisent les transformations durables. Ces zones sont souvent moins spectaculaires, mais elles déterminent l'équilibre à moyen terme. Cette histoire n'a donc de valeur que si elle alimente un échange. Comparer les lectures, confronter les perceptions locales et extérieures, questionner les chiffres autant que les récits permet d'éviter les simplifications qui figent le débat. Chacun selon sa position, citoyen, membre de la diaspora, observateur régional ou international, détient une pièce du puzzle. La transition décrite ici reste ouverte. Elle se construit encore sous pression par ajustements successifs. La question n'est pas seulement ce que ce moment signifie pour le Burkina Faso, mais ce qu'il révèle sur la manière dont les sociétés veulent désormais penser souveraineté, ressources et dignité collective.